Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, troisième volet de ma série Une moto, un proprio. Alors, après le Dax et le Monkey, on change complètement d'univers. On va parler d'une des motos les plus grosses, les plus longues, les plus lourdes, les plus chères du marché. Mais aussi, la moto reconnue unanimement comme étant la plus confortable. Une moto universellement connue, même des non-motards, et une moto qui a été faite pour la vie à deux et pour le voyage à deux. Je veux parler de la Honda Goldwing 1800. Alors la Goldwing, Justement, si elle est faite pour deux, cet épisode, on pourrait le faire à deux, et c'est moi qui te pose les questions. oui, pourquoi pas. Vous reconnaissez Nathalie, Bonjour. mon épouse, avec qui on a fait la Corse ensemble l'an dernier. Donc Nathalie, c'est une experte du voyage en Goldwing. Elle a beaucoup de choses à dire aussi, je pense. Eh bien écoute, oui, pourquoi pas, si tu veux. Allez, c'est parti. Philippe, on te connaît un petit peu à travers tes précédentes vidéos. On sait que tu t'appelles Philippe, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter? J'ai 42 ans avant d'être centenaire. Et voilà, j'habite au Pays Basque et j'ai ma petite chaîne YouTube et j'adore faire de la vidéo et de la moto, bien sûr. Et alors, quelle est ton expérience moto? Mon expérience moto, j'ai commencé la moto un peu sur le tard. J'ai passé mon permis vers 30 ans. Jeune, j'avais un Dax 70, comme j'avais dit dans ma vidéo sur le Dax. Mais après, j'ai jamais passé le permis, donc j'ai jamais roulé avec autre chose que mon Dax 70 ou des scooters ou des 125. Et vers 30 ans, j'ai passé le permis moto. Et depuis, donc ça fait presque une trentaine d'années, j'ai quasiment toujours eu une moto dans mon garage et je m'en suis toujours servi aussi. Ouais, donc une grande expérience de moto quand Grande, moins que beaucoup, mais je pense que je roule plus que le motard moyen, oui. D'accord. Et quel type de motard es-tu? Tranquille. Je suis un motard, j'aime pas rouler vite, ça m'intéresse pas. Par contre, mon chien aime courir vite. J'aime pas rouler vite, j'aime bien les accélérations, j'aime bien les freinages. Je suis un fan moyen de virage. Je suis un motard touristique, voilà. J'aime me balader et j'aime me balader longtemps. C'est-à-dire que quand je prends ma moto, c'est pas pour faire le tour des plages. Quand je prends ma moto, comme tu sais, c'est je pars et c'est parti pour au moins une demi-journée. Des longues balades, oui. Des très très longues balades. Ouais. Et alors, quels sont les types de motos que tu as eu? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai eu mon permis moto, je me suis acheté une Honda Africa Twin 650, les toutes premières. Après, je suis parti vivre un petit peu en Afrique. J'ai eu une Yamaha XT 600, j'ai pas du tout aimé. Et puis, bon, là-bas, c'était très dangereux de rouler, donc je l'ai revendue. Quand je suis rentré d'Afrique, j'ai revendu l'Africa Twin. J'ai une BMW R1100R que j'avais acheté d'occasion, que j'ai gardé 2-3 ans, je crois. Après, pour des raisons de praticité, j'ai acheté un scooter Aprilia 500 Atlantique, je crois, que j'ai gardé quelques temps. Et puis de là, j'ai eu l'appel du vintage. Donc, j'ai craqué pour une... Oui, je parlais pas de toi. L'appel du vintage, une Triumph Bonneville, une T100 Black que j'ai entièrement fait préparer, qui n'était pas du tout confortable par contre malgré tous nos efforts pour se balader. Donc de ça, je suis passé sur une Goldwing 2014 ou 2015, donc la génération d'avant maintenant, qu'on a gardé 2-3 ans. Et puis en parallèle, on avait un scoot, j'avais un SH 300 pour aller au boulot parce que c'était un peu plus léger que la Gold à l'époque. Et la Gold, on l'a revendue. J'ai racheté ma Bonneville à mon copain Fred qui doit regarder l'émission. J'ai racheté la Bonneville. Une belle rencontre. Une belle rencontre, voilà. Cette moto, c'était une créatrice d'amitié. La Bonneville, et puis comme c'était vraiment pas confortable et qu'on avait revendu la Goldwing, j'ai acheté une Triumph Tiger 800. Deuxième Triumph, d'où le sponsoring, qui n'est pas un sponsoring d'ailleurs. Tiger 800, et puis quand la nouvelle Tiger 1200 est sortie, il y a 3 ans maintenant peut-être, j'ai eu une des premières Tiger 1200 livrées avec laquelle j'ai fait le Tour de France. Vous pouvez voir les vidéos sur ma chaîne puisqu'elle a servi essentiellement à faire ce Tour de France en moto.
Et puis tu m'as dit, bah, moi je veux bien continuer à rouler avec toi, mais la Tiger c'est confortable, mais c'est un peu droit comme position, ce qui était vrai. Donc on a recraqué et puis on a acheté une Goldwing 1800 modèle 2023, donc la dernière génération. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait craquer sur ce modèle? Bah toi, tu m'as forcé la main. Non, on connaissait la Goldwing d'avant parce que c'était un modèle qui était extrêmement confortable. Je pense que tu seras d'accord. Ah ouais, c'est un vrai fauteuil. C'est un Pullman à roulettes, hein, tout le monde le dit, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et puis j'ai essayé. Bon, on habite au Pays Basque, donc moi j'aime beaucoup me promener dans les montagnes. Je pensais pas du tout acheter une Gold. Et puis mon concessionnaire m'a dit fort habilement, vas-y, prends-la, va te promener dans la montagne, et puis quand tu reviens, tu me diras ce que tu en penses. Et donc j'ai pris la Gold, je suis allé me promener dans les montagnes du Pays Basque, à des endroits qui étaient très vallonnés, avec beaucoup d'épingles à cheveux, enfin des petites routes qu'on ne pense pas faites pour cette moto, et malgré mes quelques kilomètres d'expérience avec, c'était une facilité déconcertante, et quand je suis rentré, je me suis dit oui, effectivement, cette Goldwing, elle peut passer partout. Donc ça cochait les cases de la moto dont j'avais besoin ici, plus les cases d'une moto confortable pour rouler ensemble. Donc voilà, puis bon, elle est extraordinaire, on va le voir quand on va rouler, on détaillera chaque point, quoi. Justement, au niveau des détails, est-ce que tu peux nous citer 2-3 détails qui vraiment sont des détails love, on dirait, qui Esthétiquement, sont esthétiquement ou même techniquement? la signature visuelle des phares, c'est complètement idiot parce que quand je roule, je les vois pas. Mais quand je vois d'autres Goldwing sur la route, quand je suis au guidon ou au volant, les phares, les feux de position, c'est 5 feux à LED de chaque côté, donc ça fait une espèce de barre de 10 feux à LED plus les clignotants qui sont toujours allumés sur cette moto. Donc quand ça clignote, en fait, le clignotant s'éteint et se rallume. Cette signature visuelle est assez impressionnante, et puis même c'est assez joli, on dirait presque des diamants dans les phares, c'est pas mal. Le moteur, bien sûr, qui est fantastique. Enfin, il n'y a que 2 moteurs 6 cylindres sur le marché. C'est d'une onctuosité, d'une douceur. C'est un gros élastique, ça tracte tout le temps. Enfin, c'est puissant, c'est coupleux, c'est très très agréable. Donc le moteur, oui. Le confort, ben, je pense que ma Tiger était plus confortable que la Gold, mais pour la passagère, oui, c'est Oui, mieux. voilà. Voilà. Et puis dans les détails, Et à contrario, ce qui vraiment ce que pas j'aime pas, top. je trouve que le tableau de bord, le GPS, tout ça, c'est un peu daté, les menus. Pour avoir eu la Tiger 1200 avant, avec une ergonomie peut-être un poil plus moderne, c'était plus facile. Là, quand on veut naviguer dans le GPS, c'est pas, je parle pas de l'affichage, parce que bon, ça on s'en fout un peu, le but c'est que ça guide. Mais pour se déplacer dans les menus, c'est pas le plus simple. Et puis, qu'est-ce qui m'énerve, ce que j'aime pas du tout, c'est le mode sport. On en reparlera. Le mode sport sur cette moto, il est disproportionné. C'est d'un seul coup, on se retrouve avec 3 rapports de moins. La poignée de gaz est tellement sensible que même les petits chaos sur la route, ça fait donner des coups de gaz et le moteur réagit tout de suite. Enfin, faut vraiment rouler très très fort en mode sport pour que ça soit cohérent, mais sinon c'est pas agréable. Et une question, est-ce que le poids est un inconvénient sur cette moto? Parce que bon, elle est quand même lourde. 390 kg. Non. Non. Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je l'ai essayé en montagne. Le centre de gravité est très très bas puisque c'est un 6 cylindres à plat, donc c'est un peu comme les BMGS. Hein. Les cylindres sont non pas verticaux mais horizontaux. Ils sont quasiment sur l'axe des roues, donc le centre de gravité est très bas, donc le poids on le sent pas. Alors, on le sent quand on redresse la moto, on le sent plus, c'est plus psychologique. C'est qu'on a ce poids psychologiquement dans la tête, on se dit oula, c'est lourd, si je me rate, je vais tomber. Et en fait, dès qu'on roule à 2 km/h au pas, on sent plus rien, et la moto est d'une facilité incroyable. C'est une des rares motos où on peut quasiment s'arrêter au feu sans poser les pieds par terre et jouer à garder l'équilibre, et on peut le garder plusieurs secondes sans trop d'effort. Ok. Donc le poids, non. Bien. Sauf quand il faut la pousser au bord de la route. Et ça t'est arrivé? Non. Et pour reculer, il y a une marche arrière. Donc le problème de poids ne se fait pas sentir magique, quand on se gare. Et au début, je trouvais que c'était gadget. Et je m'en sers tout le temps en fait. Faut pas chercher à pousser la moto physiquement. Faut juste passer la marche arrière, reculer et manœuvrer avec ce que la technologie nous donne. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut aller faire le tour de cette belle machine et que tu nous fasses si tu veux, volontiers. la visite. Allez. Allons faire le tour. Bon, alors bah écoute, est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide de la moto?
Oui, volontiers. Bon alors la Goldwing, comme je disais, c'est une très grosse machine. Elle fait à peu près, ce modèle-là, 390 kg. C'est une moto qui fait 2,60 m de long, donc ça ne rentre pas dans un emplacement de roue, ça déborde toujours sur les trottoirs ou sur la route. 2,60 m de long, à peu près 90 cm de large et 1,70 m d'empattement. C'est une moto très très longue, d'où la place pour le pilote et le passager. Le moteur, donc c'est un 6 cylindres 1800 cm3. C'est pas très puissant, ça fait 126 chevaux à peu près à 5500 tours minute. Donc ça tourne pas très vite non plus. C'est pas fait pour ça. Et par contre, il y a à peu près 17 mètres-kilos de couple à 4500 tours. Donc c'est surtout un moteur coupleux. C'est l'avantage d'avoir un très gros moteur de ce type. Particularité de celle-là, c'est une boîte DCT, Dual Clutch Transmission. Donc c'est une boîte double embrayage comme on voit maintenant sur les voitures, sachant qu'Honda ne l'importe plus que comme ça. Donc si vous voulez en acheter une neuve, vous n'aurez pas le choix a priori. Que dire d'autre? Boîte 7 vitesses et marche arrière. L'assise, eh ben, c'est confortable, on va en reparler. Les repose-pieds passagers, je te laisse regarder, c'est des vrais repose-pieds. La bagagerie, donc 2 valises qui font à peu près une quinzaine de litres chacune. Un top case, je crois une quarantaine de litres, pareil, j'ai plus les chiffres en tête, je mettrai ça dans le descriptif. Moi j'ai un petit porte-paquet. Et la particularité de cette DCT, c'est qu'elle a un frein à main. Parce que quand on coupe le moteur, eh bien, il reste au point mort. Donc il n'y a pas moyen d'engager une vitesse si on est en pente. Et vu le poids de la machine, ça serait dommage qu'elle parte. Donc je te laisse regarder. Le frein à main est ici. Et il est vraiment recommandé de tirer le frein à main quand la machine est garée. En particulier sur la béquille latérale. Un des points caractéristiques de la moto, c'est que les rétroviseurs sont montés sur le carénage. Ce qui fait qu'on a un champ très très dégagé de vision vers l'arrière. La plupart des motos, on en voit souvent ses coudes et ses épaules. Et sur la Gold, ils dépassent bien. Et autre avantage, leur position fait qu'ils servent de protège-main. Donc il ne faut pas être surpris de ne pas avoir de protège-main sur une telle machine. C'est le rétroviseur qui fait office de protège-main. On va commencer là, sur la béquille latérale. Comme elle est très lourde, si le sol est meuble, la béquille a vite fait de s'enfoncer dans la terre. Donc j'ai mis ce petit patin qui élargit la surface de contact au sol. Donc ça s'appuie un peu mieux et ça s'enfonce un peu moins forcément dans la terre. Tant qu'on est là, on voit par ce petit trou, j'ai un câble pour brancher un chargeur de batterie. Comme ça, quand la moto ne sert pas pendant longtemps, je peux la laisser en charge. Parce que l'accès à la mécanique, on le voit avec tout ce carénage, n'est pas du tout évident. Donc charger la batterie, ça veut dire démonter une partie des valises, enlever la selle, enfin c'est vraiment l'accès est vraiment compliqué sur cette moto. Alors j'ai acheté les protections aux États-Unis que j'ai commandées, on ne les trouve pas en Europe pour l'instant. Je vous mettrai les références en sous-titres. J'ai mis des protections caoutchouc qui sont collées sur les rétros, parce que c'est le premier truc qui éclate quand on tombe. Et, si tu veux les voir de face, donc elles sont assez bien intégrées, on ne peut pas croire que c'est un accessoire, donc ces petites protections là. Toutes les petites boules que vous verrez sur la moto, c'est quand je filme en roulant, hein, donc tout ça c'est pareil, c'est de l'accessoire. Et avec ces caoutchoucs, il y a cette protection latérale qui vient se coller sur les valises de chaque côté, puisque si la moto tombe à l'arrêt, les premières choses qui prennent, c'est le rétroviseur et la valise latérale, sachant que je crois qu'un jeu de valise latérale ou une valise latérale, je ne sais plus exactement, c'est dans les 1500 €. Donc on n'a pas envie de les éclater à la première occasion. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Le porte-paquet, c'est une machine que j'ai achetée d'occasion. J'ai acheté d'occasion, donc le porte-paquet il était déjà dessus. Hyper pratique ça. Oui, ça nous a bien servi en Corse, parce que ça permet de transporter un petit sac à dos ou un accessoire. Ces petits porte-documents, on va dire, qui permet de mettre le chiffon, la carte, etc. Et j'ai intégré un petit module Wi-Fi pour l'Apple CarPlay, parce que d'origine, l'Apple CarPlay se branche ici à l'arrière, donc on branche son téléphone directement, ce qui n'est pas toujours pratique. Donc moi j'ai mis un petit module Wi-Fi et maintenant j'ai plus besoin de mettre le téléphone là. Les tapis de coffre, c'est des tapis de yoga découpés maison, hein, parce que quand on voit les tarifs des accessoires... Enfin, mon yoga sert à quelque chose. Voilà, on n'a pas envie de dépenser outre mesure.
j'ai les mêmes dans les valises latérales, pas comme on est dans les bagageries. Alors par rapport à l'ancienne Goldwing, il y a beaucoup moins de contenance. Les valises latérales, on ne peut pas mettre de casque par exemple, ça ne rentre pas. Donc ça c'est maison, hein. C'est mon tapis de yoga, enfin le tapis de yoga de Nathalie, outrageusement découpé. Et on peut voir, si tu te baisses un peu, la forme assez tarabiscotée de l'intérieur des valises. Alors il y a un peu de volume ici hein, dans la porte, mais ça fait une quinzaine de litres, c'est pas gigantesque. L'ancienne Gold, on pouvait mettre un casque modulable ou un casque intégral quand même, beaucoup plus facilement. Et ça se verrouille, ça s'ouvre avec ces petits boutons là. Tant qu'on y est, la commande de chauffage de la selle passager, elle est ici, c'est cette molette qui est là. Et c'est très efficace, je confirme. Et en termes de bagagerie, je repasse de l'autre côté. Donc voilà en gros ce qu'on a comme volume. J'ai acheté ces petits sacs, une quinzaine de litres. Donc on met, nous on a fait la Corse, hein, chacun son sac et on a réussi à voyager. On a avec fait juste 12 ça. jours. Honda fournit une belle trousse à outils, assez complète pour une fois. Mais bon, normalement c'est du Honda, c'est fiable, il n'y a pas de raison de s'en servir. Voilà. Un rangement que j'ai oublié de mentionner, c'est le seul vide-poche de la moto sur le flanc droit. Bouton de déverrouillage. Un petit rangement, on n'y glisse pas un téléphone. Moi j'arrive juste à y glisser un gilet jaune, vous voyez, c'est pas super profond. Et dans cette trappe se situe le bouton de déverrouillage de la trappe à essence. Point dont j'ai oublié de parler aussi, la sono. Donc on a deux haut-parleurs situés là et là, de part et d'autre du guidon bien sûr. Et deux à l'arrière pour le passager qui sont situés ici et là. La sono est pas mal, j'ai pas la dernière version, il paraît qu'elle est encore mieux. Le son est correct, c'est même mieux, il y a plus de basse que quand on l'écoute au casque. Bon après, en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Autre rajout, c'est répétiteur de feux de clignotant qui augmente la visibilité arrière de la Goldwing et donc sa sécurité. Et j'ai couplé ça à un petit séquenceur qui fait flasher les feux de stop lorsque l'on freine pour bien signaler le ralentissement. L'ensemble est très facile à installer. J'ai pas vu d'antivol là dans le tour de moto. Où est-ce que tu le mets? Le U, on pourrait le mettre par exemple dans le top case ou dans une valise latérale, ça ne sera pas un problème. Il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour accrocher un top case, pour accrocher un U sur la moto, parce que c'est plein de carénage un peu rond, il n'y a pas d'aspérité pour mettre une fixation. Mais au-delà de ça, on ne peut même pas passer le U dans les roues, parce que la roue arrière est quasi inaccessible. Elle est cachée par la bagagerie et les pots d'échappement. Et la roue avant, les disques sont tellement gros que le U passe à peine et on ne peut même pas l'ancrer quelque part. Ok. Et autre question, l'été par exemple, est-ce que tu as remarqué que ça te chauffe les jambes quand tu es dans les embouteillages? Non, pas du tout. Déjà parce que les cylindres, on les voit là, ils sont assez excentrés par rapport aux jambes, donc le moteur est très en avant et bas, donc la chaleur ne remonte pas trop. Et les ventilateurs ne bougent pas, j'arrive. Les radiateurs sont perpendiculaires à la marche, et l'air, quand le ventilateur se met en route, l'air est soufflé vers l'extérieur comme ça. Il rentre là, et l'air est chassé par ici, et on voit que là, il y a une espèce de déflecteur. Donc non, ça ne chauffe pas du tout les jambes. Ça ne chauffe pas les fesses non plus. Je sais que mes triomphes avant les deux, ça cuisait les jambes très rapidement, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, aucun sentiment de chaleur particulier l'été quand il fait chaud. Alors, est-ce que tu aurais des astuces, des détails à recommander à quelqu'un qui justement aimerait s'acheter la Oui. même moto? Bien sûr. Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Les valises, les petits bagages adaptables aux valises latérales, c'est super pratique parce que déjà, quand on ouvre les valises, si on a des trucs en vrac, tout va tomber. Donc, pas cool. Et l'avantage d'avoir ces sacs à peu près au gabarit, c'est que quand on le remplit, on sait que ça va rentrer dans la moto. Donc on ne sait pas la surprise de dernière minute où on est en train de bourrer les affaires dans le coffre. Pareil, le chargeur de batterie, j'ai vu sur pas mal de forums que la batterie de la Gold elle a tendance à se vider quand la moto roule pas. Apparemment, il y a des systèmes qui doivent drainer un peu la batterie. Donc c'est pas mal si on peut de mettre sa batterie en charge quand on roule pas avec, et donc d'avoir ce fil là qui sort là avec un chargeur lent à la maison, c'est pas mal. Les protections, elles m'ont pas servi. C'est assez cher de mémoire, dans les 500$, mais bon, c'est moins cher que de changer un rétro ou autre. Et il s'avère que moi, ça fait plus d'1 an que c'est fixé, ça tient super bien.
Et l'expérience a montré, quand on regarde sur les forums, les gens qui ont fait tomber leur moto à l'arrêt ont été contents d'avoir cet amorti. Dernier point, si vous achetez un modèle avant 2025 où l'Apple CarPlay est filaire, bah pour même pas 50 €, je mettrai le prix, mais pour même pas 50 €, on peut avoir un module Wi-Fi pour l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Et c'est autrement plus pratique qu'à chaque fois d'avoir à brancher son téléphone dans la soute. Si, peut-être, un filet, si vous avez vu mon film sur la Corse, on avait un filet métallique qui permettait de mettre des blousons et autres. Et quand on voyage chargé, vu que la bagagerie n'est pas si énorme que ça, c'est-à-dire que vous mettrez moins de bagages là-dessus que sur un trail avec des grosses valises latérales. C'est moins pratique. Donc ça doit être une grosse moto, la bagagerie, ça reste un petit peu restreint, même si c'est confortable. Donc avoir un petit filet métallique pour mettre ses casques ou son blouson et attacher ça sur la moto, c'est un pochon qui est gros comme une mangue et c'est vraiment super pratique en voyage. Mais ça, c'est pour n'importe quelle moto, quoi. Bon, ben, il est magnifique ce tableau de bord, mais ça a l'air un peu complexe, hein. Est-ce que tu peux nous détailler le tableau de bord en question? Oui, bien sûr. De série, la Gold est équipée d'une clé sans contact. Donc pour mettre la machine sous tension, en haut de la colonne centrale, vous tournez ce rotateur. En l'activant, il va vous permettre de mettre la moto sous tension et d'éclairer le tableau de bord. Une fois l'autotest fait, vous êtes accueilli par le logo Goldwing et toujours le même menu qu'on ne peut pas enlever sauf en le validant, la remarque de sécurité. On va parler un peu du commodo droit. Donc ici le coupe-circuit et qui fait démarreur en même temps. Et ça commande aussi le stop and go. Ici, on va y revenir, c'est la commande des vitesses, feu de détresse, régulateur de vitesse on ou off, et le bouton pour accélérer, ralentir ou setter sa vitesse au régulateur. N, ben c'est le point mort, hein, c'est la position neutre, et D, c'est la position drive. Donc une fois qu'on a démarré et qu'on appuie sur drive, la boîte DCT est engagée et elle gère elle-même les vitesses. Si on veut gérer les vitesses soi-même, on a au commodo gauche, qu'on verra plus tard, une gâchette moins et une gâchette plus qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur. Et si on veut tout gérer manuellement, entre guillemets, le bouton AM, c'est automatique ou manuel. Donc quand on est en drive, on appuie sur ce petit bouton et à partir de là, la boîte DCT ne fera que répondre aux impulsions données aux gâchettes plus et moins. Alors bien sûr, le système n'est pas stupide. Si vous arrivez en 6e ou 7e à un stop, d'elle-même, la boîte va repasser en première. Elle ne vous laissera pas caler, elle ne restera pas en sous-régime. De l'autre côté, on a ce bouton mode qui permet de choisir les modes de conduite. Mode pluie, mode cruise, donc le mode normal, le mode économique et le mode sport. Donc sur le commodo gauche, la commande de volume de l'audio, la levée ou la descente du pare-brise, le bouton Home qui permet de revenir au menu de départ dans l'écran, retour arrière, pareil pour commander l'écran, ce bouton pour décrocher ou raccrocher le téléphone ou pour faire des commandes vocales dans le système, le klaxon qui est un véritable klaxon de camion, on en reparlera peut-être plus tard, les flèches directrices pour commander tout le système d'écran, haut, bas, les morceaux de musique, etc. et un bouton Enter quand il faut valider quelque chose, la source pour commander les sources audio, donc si on écoute la radio, une clé USB branchée, un lecteur DVD si on en a un, etc. Et en appuyant quelques secondes, on coupe le volume général des sources. Ici, la gâchette moins, et on va voir la gâchette plus de l'autre côté, qui permettent de piloter la boîte DCT en transparence, donc soit pour rétrograder, soit devant pour passer le rapport supérieur. Et ici, le bouton de commande de la marche arrière, j'appellerais plutôt ça le bouton de commande de manœuvre à l'arrêt. Donc on appuie sur le frein, on engage le mode. Quand vous appuyez sur moins, ça fait la marche arrière. Quand vous appuyez sur plus, ça manœuvre lentement en marche avant. Donc c'est très pratique. Et sur l'avant du commodo, donc la gâchette plus dont je parlais pour changer les vitesses ou pour avancer quand on est en mode manœuvre. Et ici, le mode appel de phare ou plein phare en poussant la petite gâchette. C'est pas la plus accessible, mais bon. On passe maintenant à l'impressionnante console centrale de la Gold. En haut, le joystick rotatif et directionnel, le bouton Enter, le bouton Home et le bouton Retour arrière. Par sécurité, ils sont tous neutralisés lorsque la moto est en déplacement.
En dessous, les boutons Select, Info et Set que nous allons voir juste après. Au milieu, le bouton Audio permet de basculer le son entre le casque et les haut-parleurs de la moto. Puis le bouton des poignées chauffantes du pilote, ainsi que le bouton de sa selle chauffante, tous les deux réglables à 5 positions. Le passager, lui, commande sa selle chauffante avec une molette située à sa main gauche. Et en bas, on retrouve le bouton de commande des feux à longue portée. Les deux boutons latéraux en bas sont factices, mais ils peuvent être utilisés pour d'autres fonctions, comme une télécommande de porte de garage par exemple. Alors personnellement, je trouve cette console plus esthétique que pratique, parce que toutes ces fonctions auraient pu se trouver sur des boutons au guidon ou dans des menus à l'écran. Notre tableau de bord à gauche et à droite. Donc le premier indicateur, on a la température extérieure, le kilométrage total, le kilométrage restant et la jauge à essence. Et avec les boutons Select et Set, on peut choisir d'autres modes. Donc avec Select par exemple, on déplace le petit curseur. Et avec le bouton Set, on passe par exemple de la température d'air à la vitesse sélectionnée au régulateur de vitesse. En mettant le curseur sur Total, on choisit le trip A, le trip B ou le kilométrage total. Et le range va vous donner la pression du pneu avant et la pression du pneu arrière, qui sont indiquées bien sûr que quand on roule. La jauge à essence est relativement précise, donc elle décroît de manière régulière. Le réservoir fait, je crois, 22 litres et la conso, on en a parlé ou on en reparlera, 5 litres 5 en moyenne, donc un range d'à peu près 400 km. Vous voyez, le range 346 et j'ai parcouru 80, donc ça fait 400, 420, 430 km d'autonomie, ce qui est raisonnable. On pourrait s'attendre à mieux, mais c'est déjà pas mal. Pour ce qui est du bouton Info, en appuyant dessus, il vous fera apparaître une barre d'informations en bas de l'écran. Vous pourrez alors cycler entre informations sur les sources audio, consommation moyenne sur le trip A, consommation moyenne sur le trip B, consommation instantanée de carburant et temps écoulé depuis le départ. Un compteur de vitesse ultra classique, et dedans, on voit le répétiteur de l'engagement du régulateur de vitesse. Côté droit maintenant, notre compte tour, avec la plupart des alarmes situées à l'intérieur, et en dessous, on voit le mode engagé, donc le mode touring. Si je change de mode, est-ce que ça va marcher? Oui, mode sport, mode économique, mode pluie, et le N pour point mort, et bien sûr, quand on roule, on voit les rapports sur lesquels on se situe. Et de ce côté-là, on retrouve différentes alarmes, ABS, l'indicateur des feux longue portée, l'indicateur de température moteur, et ici on voit le réglage de précharge de l'amortisseur. Donc là, il est indiqué que c'est réglé sur 2 passagers plus bagages. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'interface de la Goldwing. Alors, en haut à gauche, vous avez l'état de connexion du casque. 1 étant normalement le casque conducteur, et à côté, si le casque passager était branché, on aurait le même logo avec un petit 2. Ensuite, vous voyez où sort l'audio, donc soit vers les haut-parleurs, soit vers le casque. Vous pouvez choisir ça sur la console centrale. Et ensuite, l'état de connexion du Bluetooth. L'heure, qui est l'heure du GPS, et le petit i, c'est information pour vous dire que vous avez un message quelconque. Ensuite, nous avons 6 menus. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun, ça va être juste un survol parce que le manuel de la Gold fait 500 pages. Donc, si vous êtes intéressé, c'est plutôt ça qu'il faut lire. Donc, avec le commodo gauche ou avec la console centrale, vous pouvez, en appuyant sur Enter, rentrer dans chaque menu. Source audio, vous allez pouvoir choisir si vous voulez la FM, l'AM, la lecture d'une piste sur une clé USB par exemple, un lecteur CD qui pourrait être branché sur la machine, etc., etc. Il y a différentes sources possibles. Pour revenir au menu principal, soit la touche retour arrière, soit la touche avec la petite maison qui ramène toujours sur cette page, quel que soit l'endroit où vous êtes. Téléphone, si vous étiez relié uniquement en Bluetooth à la moto, l'icône serait en pleine couleur et vous pourriez téléphoner ou recevoir des appels par ce biais. Réglage véhicule. Réglage véhicule, ça va être votre contrôle des différentes fonctions de la machine. Arrêt automatique du clignotant, donc dans l'état actuel, le clignotant s'arrête après quelques centaines de mètres ou un certain temps. Arrêt au ralenti, c'est le stop and go. Suspension précharge, c'est ici que vous allez choisir si vous êtes seul avec des bagages, avec un passager ou avec un passager et des bagages. Donc personnellement, je le laisse toujours comme ça pour augmenter un peu ma garde au sol. Et puis comme on roule la plupart du temps à deux, je ne le touche jamais.
Dans le menu Unité, vous choisissez votre affichage de conso carburant, si vous voulez en litres au 100 ou en kilomètres au litre, etc. Les distances, par exemple en kilomètres, en miles, en ce que vous voulez, les températures en degrés ou en Fahrenheit, et la pression des pneus, puisque la pression des pneus est mesurée sur la moto, l'unité qui vous intéresse. HSTC, c'est l'antipatinage Honda. Éclairage auto du compteur, c'est l'intensité de l'écran, jour-nuit. Donc là, automatiquement, quand il fait sombre, l'écran passe en mode nuit. Enfin, ça se régule en fonction de l'intensité lumineuse. Jour-nuit, c'est à peu près le même principe, je crois, pour le type d'affichage du fond de carte, si vous le voulez en sombre ou en clair. Ampli extérieur, si vous avez un ampli connecté à la machine, un ampli audio, bien sûr. Et le type d'équaliseur, bon tout ça moi j'ai jamais touché. Ouverture du phare, je crois que c'est l'allumage du phare quand vous mettez sous contact ou pas. Réglage du son, vous pouvez régler donc les basses, les aigus, etc. Bref, l'audio à votre guise, que ce soit sur votre casque ou sur les haut-parleurs de la machine. Paramètres généraux, est-ce que vous voulez un bip à chaque fois que vous appuyez sur une fonction, la langue, l'horloge, sachant que la moto prend l'heure du GPS, donc il n'y a pas de raison de régler l'horloge. Infosystème, c'est la version du logiciel. Le réglage ou le reset de l'Apple CarPlay ou de l'Android Auto, bien sûr. Et c'est à peu près tout ce qu'on a là-dedans. Réglage Bluetooth, ça va vous permettre donc de coupler directement un téléphone à la moto, dans le cas où vous n'auriez pas, bien sûr, l'Apple CarPlay. C'est deux choses séparées. Vous pouvez ne pas avoir l'Apple CarPlay et donc connecter votre téléphone à la moto juste pour avoir la musique en lecture directe ou le téléphone. Couplage HS, c'est headset, donc couplage de votre casque, s'il est équipé bien sûr d'une connectique micro, couplage de votre casque à la moto, couplage du casque passager à la moto. On en vient au Apple CarPlay. Alors son affichage est on ne peut plus conventionnel. Vous avez le display comme vous l'auriez sur votre voiture. J'imagine que pour Android Auto, ça va être exactement la même chose. Seul petit inconvénient, le déplacement d'une case à l'autre ne se fait que par les touches haut et bas du sélecteur. Donc, quand vous voulez vous déplacer, l'écran n'étant pas tactile, c'est un peu long d'accéder à ce qui vous intéresse. Voilà, et maintenant on arrive au menu navigation du GPS intégré. L'affichage vaut ce qu'il vaut. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec les curseurs haut et bas, vous pouvez rapidement modifier l'échelle et voir où vous en êtes de votre itinéraire. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise Apple CarPlay avec Waze ou toutes les autres applications de navigation à ma connaissance, où il faut aller chercher un sous-menu pour pouvoir accéder au zoom. Là, c'est assez direct. Pour choisir une destination, on appuie sur Enter. Ce voyant-là, c'est retour maison. Donc une fois que vous avez sélectionné et programmé votre domicile, eh ben, ça vous ramènera toujours chez vous. Ici, on peut choisir les points d'intérêt qu'on a sélectionnés. Donc si vous voulez voir l'affichage des pharmacies, des parkings, des cinémas, etc., vous pouvez faire votre propre liste. Ici, guidage audio ou pas. Et ici, on a un peu le menu principal du guidage. Donc aller au domicile, entrer une destination que vous pouvez faire, par exemple en rentrant soit l'adresse, soit un croisement de route, un point d'intérêt, etc., etc. Et faire une liste de favoris qu'on voit ici. Urgence va vous guider normalement vers les pompiers, les hôpitaux, la police, etc. Itinéraire. Dans ce menu, bien sûr, vous pouvez créer un nouvel itinéraire, c'est-à-dire préparer un voyage en avance en disant je veux aller de Bordeaux à Strasbourg. Vous le préparez, vous le mettez en mémoire et il sera prêt. Autre solution, vous pouvez importer un itinéraire. Donc là, la case n'est pas surlignée puisque je n'ai pas de clé USB branchée, mais si j'avais une clé USB branchée dans le top case avec un fichier GPX, ça serait vu par la machine et je pourrais l'importer. Une fois que c'est importé, quand vous allez dans itinéraire, vous avez tous les itinéraires prêts. Voilà, donc liste d'itinéraires, vous voyez, c'est mon prochain road trip en Corse, étape par étape, qui est déjà prêt. Je l'ai préparé sur l'ordinateur et je l'ai rentré dans la machine. Informations, vous pouvez avoir les informations de circulation autour de vous ou sur l'itinéraire. Informations système, localisation actuelle. Paramètres de carte et d'affichage, est-ce qu'il y a un zoom auto, pas de zoom auto, etc., etc. Liste des points d'intérêt, configuration de la carte. Bref, vous pouvez paramétrer ça comme n'importe quel GPS de voiture, on va dire. Admettons que je veuille aller quelque part. Donc je fais entrée-destination. Je vais mettre, par exemple, point d'intérêt. Et nous allons chercher un hôtel dans le secteur. Je prends au hasard. Allez, nous allons à l'auberge Ostapé. On voit que ça calcule. Il vous montre sur la carte l'itinéraire prévu. Vous pouvez, en faisant modifier, ajouter une destination ou réorganiser les waypoints si vous avez mis plusieurs destinations sur le même itinéraire.
et choisir les options d'itinéraire. Est-ce que vous voulez le plus rapide, le plus court, éviter les autoroutes? Bref, c'est un GPS on ne peut plus standard. À partir de là, vous lancez le guidage. Alors une fois que le guidage est lancé, qu'est-ce qu'on voit? En haut à droite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir quand vous arrivez près d'un point tournant pour vous guider plus précisément, avec la direction à prendre, le nom de la rue, etc. et la distance avant ce point tournant. Vous avez la limitation de vitesse qui est toujours indiquée, le lieu où vous êtes, donc là ça donne le nom de la ville, mais ça peut vous donner le nom de la rue où vous êtes situé. En bleu, bien sûr, vous voyez le guidage à venir et le petit drapeau, c'est la destination. On a ensuite l'échelle qui est bien sûr modifiable, comme je disais, avec les curseurs, la distance qui vous reste à parcourir et l'heure d'arrivée. La validation du GPS est tout en haut, ça me dit que je suis en guidage 3D. Pour modifier tout ça, en pressant sur Enter, je peux bien sûr arrêter mon guidage et en continuant, je peux ici modifier cet affichage et choisir l'heure d'arrivée ou le temps restant à parcourir. Et ici, l'affichage 3D, 2D, nord en haut ou track en haut. Voilà pour ce qui est du guidage du GPS. Quand j'ai fini ou que je veux arrêter, j'appuie sur cette icône, voulez-vous arrêter? Oui, et c'est fini. Alors par sécurité, Honda a fait le choix que ce menu principal n'est pas accessible quand vous roulez. C'est-à-dire que si vous changez d'idée de destination en étant en train de rouler, vous pourrez arrêter votre guidage, mais vous ne pouvez pas en programmer un nouveau tout en étant en train de rouler. Donc par sécurité, vous êtes obligé de vous arrêter, de reprogrammer votre itinéraire et de repartir. Ça, c'est bien sûr pour garder les yeux sur la route. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, il ne reste plus qu'à aller faire un tour maintenant. Ok, ben écoute, on va se changer et puis on y va. Le meilleur moment. Allez, c'est parti. Allez. Bon ben nous voilà partis pour une petite balade avec nos ressentis sur la route. Donc pare-brise remonté, visière baissée pour pas pourrir le son comme ça arrive souvent. Alors au premier abord, quand vous prenez en main la Goldwing, c'est assez impressionnant. Le gabarit, le poids, la longueur, il y a quand même un peu d'inertie. Donc toute personne qui monte sur une Gold et qui n'a pas eu une machine aussi grosse, il y a quand même une certaine appréhension au début. Après on se fait très très vite à tout ça, parce qu'elle est extrêmement bien équilibrée, centre de gravité très très bas, et avec un peu d'habitude, on oublie complètement tous ces paramètres un peu extravagants de la machine, et on se régale à son guidon. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Bon, on va commencer par le confort. Donc Nathalie, puisque tu es avec moi, Oui. tu vas nous parler du confort pour les passagers. Alors le confort passager, alors là, je serais bien difficile de dire que je ne suis pas confortablement installée, parce que c'est un vrai fauteuil. C'est pas une selle de moto traditionnelle, c'est vraiment un fauteuil. D'ailleurs, j'ai des accoudoirs, ce qui fait que je suis dans une position hyper décontractée. Je n'ai pas besoin de me tenir. Je me sers pas des poignets d'ailleurs. Et ça change beaucoup de choses sur la longueur du voyage, parce que souvent on fait des longues balades et je suis pas accrochée à toi, je suis pas crispée. La selle est vraiment, le fauteuil est hyper confortable. Moi qui ai des problèmes de dos, c'est rare que je te demande de t'arrêter parce que j'en peux plus, quoi. Ok, tu as le siège chauffant, je le rappelle. Ah ben ça, j'en parle pas parce que pour moi c'est tellement une évidence. C'est le critère number one, même dans les voitures qu'on achète. Donc ouais, position 5, hyper bon. Ok, et en termes de suspension? En termes de suspension, moi j'ai quand même, je peux comparer par rapport à la Tiger. Celle-ci elle est un peu moins souple. Je veux dire, quand tu passes sur des bouches d'aération ou quoi, des fois je le sens. Mais voilà, c'est tout, hein, parce que sinon non, c'est Oui. souple. Je
te rejoins là-dessus, c'est vrai qu'elle a beau être ultra confortable, un trou ça reste un trou, une saignée ça reste une saignée, il n'y a pas énormément de débattement de suspension, enfin c'est pas un trail, donc forcément quand on rentre dans une grosse aspérité, on le ressent, ça c'est évident. Et en termes de protection, t'es comment derrière protection au vent? Protection au vent, écoute, je suis pas mal. Après, mais du fait de ma position assise comme dans un fauteuil, il y a de l'espace entre nous. Donc c'est vrai que l'air peut parfois passer. Mais c'est pas, j'ai pas froid, hein, j'ai pas, non, ça reste, je suis bien protégée. Bon, les jambes, bah, c'est normal un peu là, les tibias, mais sinon c'est très très correct. Ok. Et j'imagine que le bruit te gêne pas trop? Ah bah non, alors là le bruit, on arrive à écouter de la musique, ça passe pas au-dessus. Elle est silencieuse, hein, comparée à certaines. Ouais, c'est sûr. Alors pour rester sur le chapitre confort en ce qui me concerne, bon, la selle ultra large sur la Gold, assez moelleuse. C'est pas mou, hein, c'est pas un coussin. Derrière c'est pareil, hein, c'est pas un coussin non plus. Il y a une certaine fermeté, mais c'est confortable. Donc devant on est bien. Et comme la selle du passager est surélevée de peut-être 5-10 cm par rapport à la selle du pilote, ça fait un petit cale d'eau pour moi, donc c'est assez agréable, on se cale dans la selle et on est super bien. Après je fais 1m83, quand je l'ai eu, je trouvais que j'étais un peu recroquevillé dessus par rapport à ma Tiger d'avant où j'étais forcément les jambes un peu plus dépliées. Donc c'est un peu ce qui m'a surpris. Après à la longue, comme disait Nathalie, ce qui compte c'est sur les longs trajets qu'on voit le vrai confort. Et sur les longs trajets, bah oui, effectivement, j'ai les jambes peut-être un peu plus repliées que sur un trail, mais ça reste super confort, pas mal de fesses, pas mal de dos. On a une position assez droite, hein, le dos est assez droit. Derrière, donc forcément, le passager, lui, il est carrément adossé dans son fauteuil, donc c'est encore mieux. Moi, je suis droit, la position des bras, elle est naturelle, l'écartement, il est bien. Alors bon, je suis grand, hein, je ne sais pas comment ça ferait pour un conducteur d'1m60, mais c'est une moto qui est accessible vraiment à tous, quoi. Protection, donc le pare-brise il est réglable électriquement au commodo gauche avec un petit bouton avec un grand débattement, c'est-à-dire que quand je le lève à fond, d'ailleurs ce que je vais faire pour le micro, j'ai le haut du pare-brise au-dessus de mes yeux et quand il est baissé à fond il doit m'arriver avec mon 1m83 à peu près au menton. Voilà, donc bonne protection. Ça protège tellement même que l'été quand il fait super chaud, on peut même pas vraiment se rafraîchir avec le vent relatif. Voilà, l'hiver c'est bien. Au niveau des jambes, ça protège correctement. On avait eu l'ancienne Goldwing qui était plus large au pare-brise, plus large au carénage aussi. L'ancienne Gold de mémoire protégeait plus que celle-là. D'ailleurs c'est ce que la plupart des gens qui ont fait les deux diront. Meilleure protection sur l'ancienne. Et plus de bagages aussi d'ailleurs sur l'ancienne. Qui avait, je crois, une 15... attendez, pas de bêtises, je l'ai mis dans la présentation au début. L'ancienne avait peut-être 30 litres de bagagerie en plus, donc ça fait vraiment une différence. Bref, si vous cherchez une Gold pour le confort et l'emport de bagages, il faut prendre les générations avant 2018. Et si vous cherchez une machine un peu plus dynamique, un peu plus facile à emmener, et ben, après 2018, donc un modèle comme celle-ci, quoi. Voilà pour le confort. C'est pareil, le bruit, bon, c'est un gros moteur qui tourne très lentement, autour de 1800 tours, 2000 tours minute. 2005 peut-être sur l'autoroute, enfin c'est vraiment un moteur qui tourne lentement, donc il n'y a pas de bruit, les échappements, on entend le moteur, il y a quand même le bruit sympa de ce moteur 6 cylindres, ce grondement assez sourd, mais il n'est pas envahissant, donc on peut faire des longs trajets sans arriver avec la tête comme une calebasse le soir. Moi je rajouterais un truc dont je n'ai pas parlé et qui est très agréable, c'est les cale-pieds. Ils sont bien larges. Moi je fais du 41, donc parce que sur certaines motos, ben, des fois j'avais le pied qui dépassait tellement que ça pouvait frotter, alors que là c'est impeccable. Oui, c'est vrai. Et la position de tes jambes, t'es bien d'ailleurs?
Ah ben l'angle, il est parfait pour moi. Ça me Ok. fatigue pas du tout. Ouais, t'as pas les jambes trop remontées. Non. Ouais, t'es pas sur une sportive. Non. Ouais, heureusement d'ailleurs. Alors en même temps, on est filmé par mon ami Karl, l'homme au monkey, qui a sorti sa BM et qui nous fait les plans en route. Merci Karl. Merci Karl. Alors on a parlé du duo, on a parlé du confort pour Nathalie. Une chose en tant que pilote qui est assez impressionnante sur cette moto, bon c'est normal parce qu'elle est extrêmement lourde, c'est que vous ayez un passager ou pas, vous le sentez pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de motos où quand vous avez quelqu'un qui monte derrière, vous le savez tout de suite. Sur la Gold, charger un passager, vous vous rendez même pas compte qu'il est là. Pareil avec la bagagerie. Ta bagagerie elle est jamais vraiment lourde vu ce que Ouais. l'emplacement qu'il y a. En moins de trimballer un sac de lingots. Oui, alors forcément, comme dit Nathalie, la bagagerie est jamais vraiment lourde. C'est l'avantage quand vous voyagez avec votre femme, c'est qu'elle peut pas emporter la maison avec Avec elle. hein. Donc on oublie la petite robe d'été, on oublie Les 3 paires de chaussures. les 3 paires de chaussures, les bottes au cas où, Le sèche-cheveux. le sèche-cheveux, mon Dieu, le sèche-cheveux, l'importance du sèche-cheveux, vous n'avez pas idée? Tiens, un lama, on est au Pays Basque, il y a des lamas. Voilà, faut voyager léger. Mais enfin, On l'a fait. on l'a fait. Pour ça, je vous invite à voir notre vidéo. Je vous invite à voir notre vidéo sur notre tour de Corse, enfin le début de notre tour de Corse avec Nathalie l'an dernier. On va parler des pneus. Alors bon, je suis pas un pilote d'essai, hein, donc j'ai pas de compétences particulières pour parler des qualités d'accroche, etc. des pneus. J'avais la montre d'origine et j'ai changé le pneu avant vers 9500 km, 9004 même, qui était usé raisonnablement, mais on partait en Corse, donc je voulais partir avec un pneu neuf. Et le pneu arrière a été changé à 12 000 km et lui il était vraiment à bout de souffle. Sachant que cette moto, je roule 80% voire 90% avec Nathalie. On a fait la Corse, des bagages. On fait beaucoup de petites routes, beaucoup de montagnes, ce qui veut dire accélération, freinage, accélération, freinage, accélération, freinage. Donc je pense qu'on use un peu plus les pneus que quelqu'un qui ferait un usage solitaire sur la moto et de l'autoroute. Bref, en gros, je compte 10 000 € avec un train de pneus, avec des accélérations pour se faire plaisir de temps en temps, et puis quelques gros freinages parce que la machine freine particulièrement bien, et c'est le chapitre dont nous allons parler maintenant. Alors, au premier abord, quand vous preniez une Gold, vous allez être surpris par le freinage. Il est extrêmement puissant. En fait, c'est un freinage de sportive. On prend le levier à 2 doigts et ça mord tout de suite. C'est pas violent, mais c'est pas super progressif. Il faut s'habituer à ce dosage un peu particulier, mais on s'y fait très très vite. Et une fois qu'on y a pris goût, on se rend compte que le freinage est méga efficace. C'est un freinage couplé avec ABS. Alors un freinage couplé, quand vous prenez le levier de frein avant, ça freine essentiellement sur l'avant, avec un petit peu de frein arrière. Et quand vous freinez avec la pédale de frein arrière, c'est essentiellement sur le frein arrière, avec un petit peu de frein sur le frein avant. Voilà. Le freinage est donc super efficace. On prend le levier à 2 doigts, il ne faut pas s'énerver dessus. Et quand on a fait quelques centaines de kilomètres avec la moto, on se régale avec ces freins parce qu'ils sont surprenants pour une telle machine. C'est-à-dire, c'est une machine de grand tourisme faite pour se balader. Et en fait, on a des freins surdimensionnés. Ce qui est bien pour une machine qui fait quand même 400 kg. Donc quasiment 550 à 600 kg s'il y a 2 personnes dessus avec des bagages. Donc voilà, freinage, gros plus à mon sens, c'est génial. Et c'est d'autant plus génial que maintenant je vais parler des suspensions. Alors on a un peu parlé de la suspension arrière en disant qu'il n'y avait pas un méga débattement et que quand on prenait un gros trou, ça avait beau être une Goldwing, bah, on sentait bien le gros trou dans les fesses. La particularité de cette moto, c'est que ce n'est pas une fourche à l'avant. C'est une espèce de parallélogramme, bon, je ne me rappelle pas du nom. C'est un peu comme sur les BMW. Donc la direction est différenciée de la suspension.
et la moto ne plonge pas au freinage. Donc pas d'effet cheval à bascule, pas de plongée, pas de sensation bizarre. Vous freinez, la moto reste parfaitement droite, parfaitement sur son axe, et ce qui rend le freinage encore plus agréable, on a encore un meilleur ressenti. Par contre, on n'a pas, avec cette suspension avant, un super ressenti de la route, dans le sens où il n'y a aucune remontée de vibration. C'est tellement bien suspendu à l'avant qu'en fait le guidon ne bouge pas. Donc on tient le guidon, et que ça soit l'autoroute ou un petit chemin pourri, au niveau des mains c'est la même sensation. Voilà. Bon, moi je trouve ça super agréable, hein. C'est pas une moto de cross de toute manière, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc il y a plusieurs modes. Il y a un mode pluie, donc ABS plus sensible, poignée de gaz plus douce, suspension, il y a aussi un réglage qui va avec. Mode économique qui vous passe les rapports très très vite, vous êtes très très rapidement en 7e, en sous-régime quasiment permanent. Moi je vois pas l'intérêt parce que j'ai pas vu de grosse différence même sur la consommation de carburant, donc je m'en sers pas. Le mode touring, qui est le mode par défaut, qui est très bien, qui passe aussi les vitesses assez vite, hein. On est rapidement là, attendez, alors on est sur une départementale, on est tranquille à 70, je suis en 6e, donc il reste encore un rapport. Et il y a un mode sport. Et ce mode sport, comme je disais en introduction de la vidéo, c'est un peu ce que je reproche à la moto. Ce mode sport, il est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que quand vous le mettez, ben là, au lieu d'être en 6e par exemple, je vais me retrouver en 3e, avec le moteur à 4000 tours, et une poignée de gaz qui est ultra sensible. Mais quand j'ai ultra sensible, c'est-à-dire que 1 mm de débattement, même pas, une fraction de rotation de la poignée de gaz, et vous faites un à-coup, parce que le moteur aussi devient plus sensible. Et donc la moto, quand on la tient juste sur un filet de gaz, elle a des hoquets, quoi. C'est assez désagréable. Et tout est décuplé par le fait qu'en plus elle est en 3e ou en seconde, enfin, donc elle est en mode attaque. Alors c'est très bien si on veut rouler vraiment sportivement, mais si on cherche juste un petit peu plus de dynamisme dans la conduite, c'est trop en fait. Parce que le moindre chaos sur la route, ça vous fait donner un petit coup de gaz. Ce petit coup de gaz vous donne un coup de pied aux fesses, et on hoquette comme ça, avant-arrière en permanence, et c'est pas top. Voilà, donc moi je suis pas fan. Je suis pas fan de ce mode sport. Quand je le mets pour avoir un peu plus de niaque au moteur, dans ces cas-là, je passe la boîte DCT en mode manuel. Et je passe mes vitesses moi-même, ce qui me permet par exemple d'avoir ce mode sport sur le moteur, mais de pouvoir rouler en 6e tranquille, si j'ai envie de rouler en 6e tranquille, et pas en 3e, parce que la moto a décidé que j'étais en 3e. Donc un point concernant le moteur, la conso, je sais plus si j'en avais parlé avant de rouler. La conso de cette moto, c'est à peu près 5,5 litres. Voilà, moi je suis quasiment tout le temps à 5,5 litres. Peut-être un peu plus sur autoroute à 130-140. Mais bon, il tourne lentement et il n'est pas très glouton, même quand on s'amuse avec. Et pour reparler de la boîte, donc le double embrayage, c'est, je pense que Nathalie, tu seras d'accord avec moi, il n'y a aucun à-coup de transmission. Donc quand les vitesses passent sur cette moto, première, seconde, première à 7e, on sent rien. On entend le moteur, on entend la boîte, on entend les rapports passer, mais on n'a aucun... l'accélération est constante. Il n'y a pas d'à-coup de passage de vitesse. Et ça, c'est hyper agréable. Et à la décélération, c'est pareil. Quand un rapport rétrograde, eh ben, c'est pareil, ça ralentit la machine, mais il n'y a pas le moindre à-coup. Et ça, on s'y fait très très vite. C'est-à-dire que quand on reprend une machine plus conventionnelle, on trouve ça assez préhistorique. Si on veut piloter la boîte à la main, on peut le faire soit en transparence, donc on est sur le mode drive normal. Si j'appuie sur moins, je vais rétrograder avec les petites gâchettes au commodo gauche. Si j'appuie sur moins, je rétrograde. Avec toujours la sécurité de la boîte qui va surveiller que vous ne faites pas un sur-régime ou un truc débile. Si je veux passer le rapport supérieur, j'appuie sur ma petite gâchette plus et ça me passe la vitesse supérieure. Au bout de quelques secondes, la boîte automatique, le mode automatique reprend la main et va réguler la vitesse suivant sa logique. Si je veux vraiment tout faire manuellement, je passe en mode manuel, petit bouton à côté de drive et neutre. Et à partir de là, c'est moi qui change tous mes rapports avec les palettes, enfin les gâchettes plus et moins.
Le système est quand même pas idiot, c'est-à-dire que si j'arrive manuellement à un stop en 6e ou 7e, la boîte va repasser en première, elle va pas me laisser repartir en 7e. La grande force d'une boîte DCT, quels que soient les modèles, c'est que bon, non seulement c'est très souple, j'en ai parlé, c'est très agréable, la gestion est vraiment géniale, c'est-à-dire que c'est quasiment toujours sur le rapport que vous voudriez mettre si vous étiez en boîte manuelle. Ah oui, et autre point super de cette boîte, c'est que elle analyse votre conduite, c'est-à-dire que si à un moment je me décide à rouler de manière un petit peu plus dynamique, eh ben, la boîte va rétrograder un peu plus tôt, passer le rapport supérieur un peu plus tard, elle va s'adapter à ma conduite. Donc elle analyse et elle comprend la manière dont je veux conduire. Et puis si d'un seul coup je repasse à une conduite paisible, eh ben, elle va repasser elle aussi à une conduite paisible. Donc ça c'est vraiment sympa. Allez, avec l'expérience, un dernier point sur la boîte DCT, parfois, elle est un peu lente à rétrograder et elle va vous rétrograder par exemple dans un rond-point quand vous êtes sur l'angle tranquillement. C'est pas dangereux parce que c'est pas violent, c'est juste pas super agréable. Donc généralement, quand je vois des virages serrés ou un rond-point, enfin un endroit où je vais être en virage et qu'elle risque de rétrograder, mais ça c'est que l'expérience qui pourra vous l'apprendre. Généralement j'anticipe, je mets un petit coup de gâchette vers le moins, je la rétrograde semi-manuellement et comme ça je suis tranquille, j'ai pas la surprise du rétrogradage dans la courbe. Voilà, c'est le seul petit point que je peux reprocher à la boîte DCT, pour le reste c'est une pure merveille. Si on veut parler de dynamisme avec cette espèce de grosse baleine, eh ben c'est une machine qui est étonnamment dynamique. Donc elle ne prend pas beaucoup d'angles, c'est pas une sportive, mais c'est une machine qui s'emmène à un très bon train. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples, donc ça accélère bien, malgré le poids. Ça peut être très dynamique en accélération, ça freine, comme je l'ai dit, extrêmement fort. Et puis la tenue de route est hyper rassurante, quoi. Donc ça reste... c'est une grosse moto, mais on peut la mener bien plus fort que ce qu'on peut penser quand on la voit. Bon, eh bien, encore une balade sympa là, Ouais. dans notre beau Pays Basque. Alors, pour conclure, au niveau de la fiabilité, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Est-ce que tu as rencontré des soucis particuliers? Alors la Gold, c'est une machine qui est réputée pour être ultra fiable. Moi, j'ai quand même eu quelques soucis, sachant que ma moto, elle a 2 ans et demi et 12 000 km. Le problème que j'ai eu, c'est un problème de contacteur de démarreur. Donc à un moment, ma moto, quand j'appuyais sur le démarreur, eh ben, il lançait pas du tout. Donc c'était probablement un problème électrique. Je dois dire que ma concession Honda Bayonne a mis tous les efforts en œuvre pour résoudre le problème. Et ils n'ont pas vraiment trouvé exactement d'où ça venait, mais a priori, en vérifiant toutes les cosses, à un moment, ils ont rétabli le contact. Et depuis plus d'1 an, j'ai plus le moindre souci avec ça. Mais c'est un problème qui, a priori, était déjà arrivé dans l'historique de la Goldwing. Voilà, ils étaient prêts à me changer le démarreur, etc. Puis bon, le problème s'est résolu de lui-même. Le deuxième souci que j'ai eu, c'est sur la console centrale. Le bouton directionnel et Enter a commencé à gripper petit à petit. Et en fait, il ne se déplaçait plus. On sentait qu'il accrochait. Et pareil, ils m'ont pris ça sans aucun souci, sous garantie. Et ils m'ont changé le panneau. Voilà, c'est les 2 seuls problèmes que j'ai eus. Sachant que c'est quand même une machine qui est bardée de systèmes, d'électronique, etc. Donc plus on met de système, plus on multiplie les chances de panne. Après, pour le reste, j'ai eu aucun souci. Alors justement, en parlant des petits soucis, au niveau des coûts d'entretien, est-ce que tu as une idée de combien ça t'a coûté tout ça? Oui, alors c'est assez raisonnable. Enfin, pour une machine de cette taille, c'est assez raisonnable. Je vais vous mettre un tableau. Je n'ai pas fait beaucoup de révisions parce qu'à 12 000 km, j'en ai fait 2. Je vais vous mettre un tableau avec exactement ce que ça m'a coûté. Voilà, tout simplement. Alors, une petite anecdote à nous raconter, là, un petit truc Pour sympa, finir ouais, pour finir, croustillant. Alors une anecdote, oui, une sacrée. Le jour où j'ai récupéré la moto à Paris, c'était en décembre 2023.
Donc je devais convoyer la moto de Paris à Biarritz. Et le jour où je la récupère, il faisait extrêmement froid à Paris. Et la météo prévoyait une vague de neige qui descendait du nord vers le sud et qui allait couvrir toute la France. Je suis parti de Paris vers midi, il faisait froid. Dès que j'ai quitté Paris, j'ai commencé à prendre les premiers flocons, des gros flocons. Entre Orléans et Tours, j'étais sur l'autoroute à rouler dans les traces des pneus des camions parce que c'était le seul endroit où on voyait le bitume. Tout le reste, ça commençait à être couvert de blanc. Donc pour une première prise en main de la machine, on peut dire que c'était quand même assez stressant parce qu'on découvre la maniabilité, etc. Et se retrouver à rouler sur une largeur de 20 cm sur l'autoroute, c'est pas super cool. Et puis je me suis dit à partir de là, bon, je dépasse pas 80, je vais m'arrêter vers Angoulême-Bordeaux pour passer la nuit, vu qu'il était déjà tard. Sauf que la vague de neige était prévue jusque sur les Pyrénées le lendemain, ce qui voulait dire que soit je m'arrêtais, j'attendais 3 jours que ça déneige, soit je continuais jusqu'à la maison dans la foulée. C'est ce que j'ai fait. Donc en partant vers midi de Paris, je suis arrivé à 1h du matin à Biarritz. Donc, congelé. 13 heures de voyage. Extrêmement froid aux genoux à la fin. La température, en fait, j'ai jamais dépassé 3 degrés sur tout l'ensemble du trajet. Donc 13 heures de voyage à maximum 3 degrés. Ça rafraîchit. Néanmoins, c'est là que j'ai pu quand même constater une chose, c'est que la moto était extrêmement confortable, parce que pour un premier trajet, j'avais passé 13 heures dessus. Et elle me protégeait relativement bien, voire extrêmement bien, parce qu'à part les genoux, ça allait à peu près. Sachant qu'en plus, j'avais pas prévu ce froid et j'étais pas super bien équipé. Voilà l'anecdote. Ouais, un beau baptême de Goldwing. Et je me suis dit, bon, si elle est capable de faire ça, si moi je suis capable de le faire avec, c'est que je peux aller loin avec cette machine. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cet épisode, je pense. Un dernier mot, un dernier conseil ? Eh bien, si vous êtes venu jusque-là, merci. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Un dernier mot, un dernier conseil. C'est une machine qui est chère, qui est très chère, qui est trop chère, c'est vrai, c'est le prix d'une voiture. Maintenant, elle est assez exceptionnelle. Même si vous n'êtes pas tellement intéressé par ce type de moto, ou que vous hésitez, allez essayer et vous verrez que voilà, c'est une machine très surprenante. On l'imagine uniquement faite pour l'autoroute et le confort, et en fait, elle est capable de rouler de manière dynamique et de vous donner un plaisir de conduite digne d'une moto beaucoup plus sportive. Donc, elle est à découvrir. Voilà. Et toi, Nathalie, tu aurais un dernier mot à dire sur la Gold ? Un dernier mot, moi je dis que tu as bien fait de l'acheter. Ah bah voilà, forcément. Franchement. En même temps, elle m'a poussé, alors j'avais pas le choix. Elle m'a pas poussé fort. Bon, sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Merci. On espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. À Ciao. bientôt.